Bon, on va commencer, ça fera peut-être venir d'autres personnes, on ne sait jamais. Donc merci d'être là. On va prolonger en fait la table ronde précédente et on va aller du côté des méthodes pédagogiques, des approches pédagogiques. Sylvain, ce que je propose, j'avais prévu commencer avec vous, je propose qu'on inverse et qu'on commence par les témoignages, les situations et qu'ensuite on vienne. D'accord ? Alors c'est parti. Merci. La première chose qu'on va faire, c'est on va faire un petit tour de table pour savoir qui est là. Vous avez les micros. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour, merci de votre accueil, merci à tous. Je suis Nathalie Even-Quesnay, je suis directrice générale de Certidev, qui est un certificateur des branches professionnelles des hôtelleries, restaurants, restauration collective, restauration commerciale, libre-service, restauration rapide et casino de jeux. Voilà, c'est à ce titre que je vais participer à cette table ronde et témoigner sur la pertinence de nos certifications en innovation notamment. Bonjour à toutes et à tous et merci aussi de nous accueillir et permettre d'échanger sur ce sujet qui est sans doute passionnant. Donc moi je suis Xavier Négrier, je suis le responsable formation d'Agro Mousquetaire et du campus Agro Mousquetaire qui est notre école interne de formation. Très rapidement, Agro Mousquetaire, c'est le pôle industriel du groupement des mousquetaires. Donc on est un fabricant de marques de distributeurs. Donc les marques Chabrior, Pâturage, Jean Rosé, Monique Ranou, voilà pour l'essentiel. C'est 11 000 collaborateurs, 58 unités de production et on est le premier fabricant en France de marques de distributeurs. Donc on fabrique essentiellement pour Intermarché, qui fait partie du groupement, donc 75% de notre chiffre d'affaires est fait avec Intermarché, et le reste est fait avec d'autres acteurs de la grande distribution ou sur de la restauration hors domicile. Et notre particularité, c'est que dès 2014, Agro Mousquetaire a mis en place une université d'entreprise, donc tournée management, pour faire évoluer justement la culture d'entreprise du groupe. Et a intégré ce pôle-là l'école des métiers de l'alimentation, qui est une école qui a été mise en place par le groupement il y a 40 ans et qui est dédiée essentiellement à l'apprentissage, où on forme à des métiers sur l'industrie et sur les premiers niveaux de qualification. Voilà. Bonjour, Olivier Ribou, je suis le directeur général de l'Industrie. L'Industrie, c'est une école un peu particulière qu'on a ouverte il y a 1 an et demi, qui a pour ambition de former des jeunes qui n'ont pas complètement trouvé leur voie dans les cursus traditionnels. Donc on accueille des jeunes avec ou sans diplôme entre 18 et 30 ans pour les former à des métiers de l'industrie sur lesquels il y a des fortes mutations technologiques actuellement. L'objectif, c'est de les former sur des métiers équivalents de technicien supérieur, Bac+2. La particularité de notre école, c'est que on accueille des jeunes avec ou sans diplôme tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on n'a pas de classe, on a des formations et les jeunes s'intègrent dans la formation tout au long de l'année. Donc sur la même formation, on a des jeunes qui sont là depuis 12 mois, depuis 9 mois, 6 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. La durée de la formation, elle va dépendre de ce que le jeune sait déjà, de ce qu'il est capable d'apprendre, de sa rapidité à apprendre. Nous, notre mantra, c'est un jeune, un métier. On forme à un métier et pas que à un diplôme, même si toutes nos formations, les jeunes passent une certification professionnelle reconnue au RNCP niveau Bac+2. Alors je vais aller très vite parce que effectivement, donc Sylvain Humeau, alors moi je suis là pour la deuxième casquette à vrai dire, donc je suis effectivement toujours le président du GARF, j'ai pas changé, donc le président du réseau des responsables formation, et je suis aussi président, mais je suis tout seul là, donc c'est plus facile. Je suis président de mon entreprise de consulting qui s'appelle Aken Consulting, et j'accompagne les grandes entreprises sur des projets pédagogiques, et un de mes grands dada effectivement c'est l'innovation pédagogique, et notamment via la ludification ou gamification. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir
à effectivement diversifier les approches pour apprendre dans les métiers techniques, sécurité, santé, voilà, tous ces sujets-là, et pas simplement des métiers autres qui sont peut-être plus faciles à former par le jeu, comme les métiers du commerce. Merci. Voilà, on va commencer maintenant. Vas-y. Xavier. Alors, Vous voyez le... ouais, je vois Agro Mousquetaire, je vois mieux produire pour mieux vivre. Donc ça, c'est un peu notre stratégie. Là, c'est aussi notre raison d'être. C'est Jean-Pierre Leroy qui a fondé le groupement Les Mousquetaires, qui était l'associé d'Édouard Leclerc, donc divergence de point de vue, et avec cette volonté d'avoir une indépendance d'approvisionnement. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très vite, ils ont créé un pôle industriel, donc dès 1974, avec le rachat d'une première unité de production, qui est aujourd'hui toujours dans le groupement. Et puis petit à petit, ça s'est étendu pour arriver aujourd'hui à 58 unités de production. On peut passer parce que je ne pense pas que les enjeux soient là, mais les enjeux sont plutôt là aujourd'hui, à se dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agro Mousquetaire, c'est un ensemble d'unités de production qui ont longtemps été assez indépendantes dans leur fonctionnement, avec une volonté à partir de 2014 de créer cette marque Agro Mousquetaire et justement de fédérer toutes ces unités de production. Donc derrière, il y a une grosse culture de changement, de mise en place d'une nouvelle organisation matricielle avec la création d'une structure qu'on appelle l'Agro-M Service qui accompagne les unités de production sur les différents métiers, donc tout ce qu'on connaît dans d'autres groupes. Tout à l'heure, il y avait Danone a mis ça en place il y a très longtemps et nous, on le met aujourd'hui en place. Donc derrière, il y a cette première transformation qui a nécessité une évolution sur la partie managériale et le pilotage d'activité. Derrière, on a d'autres enjeux qui sont forts, c'est la performance industrielle. On est un producteur de marques de distributeurs. Donc l'industrie agroalimentaire, c'est quand même pas le secteur où vous margez le plus, mais en plus, quand vous faites de la marque de distributeur, vous rognez encore sur vos marges. Et en plus de ça, quand vous la faites avec un client principal qui est Intermarché, ce qui est une force et une chance pour nous, parce que derrière, on a forcément des débouchés, mais il n'empêche que notre client n'est pas celui qui essaye de vendre le plus cher, mais bien au contraire. Donc vous continuez à rogner sur vos marges, donc vous devez être performant, et c'est ce que l'on va chercher, et c'est ce que l'on met aussi en place sur nos formations. Et on doit mettre en place des formations où les compétences sont ancrées dans l'immédiat et sont mises en œuvre de suite. Donc on verra après sur la partie pédagogique. Et puis le dernier enjeu qu'on a de fort sur notre école, c'est la transition générationnelle avec de forts départs en retraite qu'on connaît généralement dans beaucoup d'industries agroalimentaires aujourd'hui. On est sur des postes d'opérateurs, conducteurs de machines de ligne ou chefs d'équipe à des départs à plus de 30% sur les 5 prochaines années. Donc il y a un renouvellement des générations qui est très très fort et on connaît tous les difficultés de recrutement qu'il y a aujourd'hui qui sont là aussi très très complexes. Donc par rapport à ça, moi ce que je dis toujours, si vous voulez que je forme, il faut recruter. C'est quand même la première clé. Pour recruter, il faut attirer. Et donc notre formation, elle se veut aussi dans cette idée-là. Il faut qu'on attire, il faut qu'on donne envie de venir jusqu'à nous, parce que dans notre campus, on a une partie apprentissage, donc on va chercher des jeunes, et puis même nos collaborateurs, qui représentent un volume important de nos formations, il faut leur donner aussi envie de venir, qu'ils ne viennent pas à nous juste parce qu'on les oblige à venir en formation. Donc le premier point, c'est attirer. Et pour attirer des jeunes, il faut savoir aller au plus près d'eux, il faut savoir leur vendre les métiers, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Et par rapport à ça, on a lancé des choses sur des visites immersives, de la réalité virtuelle dès 2018. Clairement, nous, dans le groupement, je pense que le virage du e-learning, il avait été complètement raté. Début 2018, il y a Catherine Guillonnet qui était venue me solliciter pour mettre en place la première réalité virtuelle dans les industries agroalimentaires sur la création d'une usine. Et j'avais dit, banco, on y va, il ne faut pas qu'on rate ce virage-là. Donc aujourd'hui, on se sert encore de cet outil-là, on l'a perfectionné en intégrant des modules sur de la conduite de ligne, et on se sert aussi de la visite immersive pour promouvoir nos métiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que vous projetez des jeunes dans une usine, et vous les projetez dans le métier, la journée type d'un opérateur, d'un conducteur de machine, d'un conducteur de ligne et d'un agent de maintenance. Parce que les jeunes ne savent pas les métiers, ne connaissent pas les métiers, et il faut les valoriser. Donc ça, c'est la première chose, il faut attirer. Après, il faut aussi les captiver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vos jeunes, vous les mettez derrière un bureau avec du papier et crayon,
Ça se passe bien, mais pas longtemps, quoi. Bon, je pense que vous en reparlerez après. Mais il faut aussi leur donner d'autres outils, des outils plus pratiques. Donc le premier axe, de la pédagogie par le jeu, de la pédagogie inversée, c'est un des critères qu'on met en place sur de la formation continue, mais qu'on essaye aussi d'intégrer de plus en plus sur de la formation initiale. Nous, on a notre propre plateau technique, et on a des modules de réalité virtuelle, et on a de la visite immersive. Troisième enjeu, il y a un côté proximité. Alors la proximité, on va dire qu'elle est géographique, mais elle est aussi temporelle. C'est que nos formations, on essaye aujourd'hui, par rapport à ces différents outils que l'on peut mettre en œuvre, c'est qu'elles se mettent en œuvre au moment où on a le plus besoin. On est éclaté sur toute la France, alors majoritairement en Bretagne, mais à un moment donné, on ne peut pas déplacer toujours tout le monde. Et on avait mis en place, alors bien nous en a pris avant le premier confinement, dès fin 2018, de la classe virtuelle sur une formation en apprentissage de conducteur de ligne. Donc on est quand même sur des niveaux où on les amène à un niveau équivalent bac pro, donc on est quand même sur des premiers niveaux de qualification, et on a réussi à mettre pratiquement 50% de la formation en classe virtuelle en distanciel, parce qu'on voulait limiter justement ces déplacements, parce qu'on avait des jeunes aux quatre coins de la Bretagne et un peu au-delà de la Bretagne. Et ça n'a pas détérioré la qualité pédagogique, au contraire, mais par contre ça impose justement dans votre méthode d'apprentissage de revoir vos méthodologies. C'est-à-dire que vous êtes sur la pédagogie inversée, vous êtes sur du jeu aussi. Alors il existe des applications Klaxoon, Kahoot qui sont à privilégier sur ce type de formation. Et derrière, forcément, quand est arrivé le confinement, on avait un petit temps d'avance et ça nous a bien aidé. Donc ça, on continue, on prolonge, on continue à faire évoluer nos formations. Au passage, qu'est-ce que ça a impliqué pour les formateurs eux-mêmes ? Ce passage-là, il n'est pas anodin pour les... Alors, ce passage-là n'est pas anodin, parce que quand j'ai annoncé on allait faire ça, tout le monde m'a regardé et on m'a dit que j'étais un peu fou. Et quand je leur ai dit qu'il fallait le mettre pour la prochaine rentrée scolaire, là, on m'a dit que j'étais encore plus fou. La vérité, c'est que en effet, ça ne s'est pas fait comme ça, si simplement. Ça nécessitait forcément un accompagnement de tous nos formateurs. Parce que derrière, il faut revoir ses contenus pédagogiques et puis surtout, il faut revoir ses méthodes. Parce que l'enjeu de la classe virtuelle, et on est tous aujourd'hui pris par des réunions Teams en continu, des journées entières, et on fait tous autre chose pendant nos réunions Teams, c'est quand même d'arriver à capter l'attention du jeune et de le garder concentré le temps de sa formation, alors qui dure des fois 1 heure, des fois 2 heures, voire plus, parce qu'ils font des demi-journées entières de formation en classe virtuelle. Donc il faut arriver à capter cette attention. Et c'est là-dessus que s'est joué l'accompagnement des formateurs. Il faut qu'ils gardent l'attention, donc il faut qu'ils mobilisent les jeunes, il faut qu'ils les fassent participer. Et je vois un autre intérêt à ça, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait sur le distanciel, mais ces méthodes que l'on met en œuvre sur le distanciel, elles viennent aussi sur du présentiel. Parce qu'il y a des choses qu'on avait conçues en présentiel, sur des jeux, plateaux, par exemple. Quand est arrivé les confinements, on a voulu maintenir des formations, on a tous fait ça, parce que le premier confinement, on a arrêté beaucoup de choses, et puis le deuxième, on a dit, bon, on ne va pas continuer à tout arrêter, on va remettre en place des choses. Et donc, on a transformé des choses en distanciel, et ces outils qu'on met en distanciel, des fois, on les utilise aussi sur du présentiel. Voilà. Et ça s'est bien passé. Enfin, comment vous avez vu l'évolution des personnes ? Je parle des formateurs, l'impact sur leur pratique de formateurs. Vous l'avez évoqué, le passage au distanciel, ça a modifié les pratiques en présentiel. Ça veut dire que ça a modifié aussi la façon dont les formateurs conçoivent leur action. Alors, ça totalement, parce qu'ils sont sur des temps généralement plus courts, il faut qu'ils séquencent plus leur formation. Alors c'est comme tout, vous avez ceux qui foncent, et là il n'y a pas de souci, et puis il y a ceux qui traînent des pieds, où c'est un peu plus long, où il faut encore plus les accompagner, mieux les mobiliser. Mais derrière aujourd'hui, je dirais il n'y a pas de souci, ça se fait tout seul, c'est devenu naturel, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Voilà. Merci. Alors après je ne sais plus ce que j'avais dit, mais vraiment sur l'idée de nouvelles pédagogies, c'est que si on pouvait prendre le parcours conducteur de ligne que l'on a mis en place, c'est un enjeu fort pour nous, c'est un des métiers cœur dans nos unités de production.
ça participe grandement à la performance de nos lignes. Donc on est sur des publics qu'on a du mal à recruter. Le point de départ, c'est quand même, on est sur des publics qu'on a du mal à recruter. Il y a très peu de conducteurs de ligne qui ont une formation de conducteur de ligne initiale. Faut le savoir. Nous, on a une formation initiale. Par an, on forme entre 5 et 10 personnes, quoi. On n'est pas non plus sur des volumes suffisants. On a 400 conducteurs de ligne chez nous, 800 conducteurs de machines, et on n'arrive pas à recruter pour former en formation initiale. On est sur des formations qui sont compliquées. C'est comme la maintenance. C'est compliqué aujourd'hui de trouver des jeunes qui vont sur ces métiers-là. Or, c'est des métiers où il y a énormément de débouchés. Et on a besoin d'avoir des personnes qui soient compétentes de suite, parce qu'aujourd'hui, on est sur des lignes qui sont où on est tendu en termes de main-d'œuvre. Donc, il faut qu'on ait des formations qui soient le plus efficientes possible, avec un retour, je dirais, assez immédiat. Donc, l'idée de la formation qu'on avait mis en place, on gardait une partie théorique en salle classique, on amenait très vite les personnes sur des plateaux, et beaucoup sur des plateaux, parce qu'on est quand même sur des publics, là aussi, qui sont nos collaborateurs, mais qui ne sont pas à l'aise forcément à rédiger un mémoire, à rédiger ces éléments-là. Alors je vous regarde pour les certifications, parce que c'est un enjeu sur lequel on est, sur certaines certifications, il faut rédiger un mémoire. Et là, on a beaucoup d'accompagnement pour les accompagner à rédiger, mais ça, c'est le rôle du campus. Suite à ces parcours techniques, l'idée c'était aussi de se dire la formation c'est bien. Vous allez en formation, vous apprenez plein de choses, vous êtes là, vous passez un bon moment, et puis vous revenez chez vous, enfin vous revenez à l'entreprise, et puis souvent vous ne mettez pas en pratique de suite. Et si vous ne mettez pas en pratique de suite, plus le temps passe, plus vous perdez ce que vous avez appris. Alors ça c'est vrai sur les formations comportementales, mais c'est aussi vrai sur les formations techniques. Donc l'idée, c'était de se dire, on va mettre en place la FEST. Donc on a mis la FEST très, très rapidement, dès 2019, dès que la loi est sortie. Avec cette idée, c'est que ce qui a été appris sur des plateaux techniques, il faut le mettre en œuvre sur son site et sur sa ligne, avec les spécificités de sa ligne. Donc on a formé des tuteurs dans les usines pour les accompagner sur cette démarche. Il y a un cahier à FEST qui a été formalisé en recensant les compétences clés qu'ils devaient travailler. Et donc l'idée, c'est qu'au retour de formation, la personne qui est en formation, le stagiaire, voit avec son tuteur et son manager, le cas échéant, ou le spécialiste du domaine, parce que des fois, ce n'est pas forcément son tuteur qui maîtrise le mieux la compétence technique. Hein. Si on est sur du premier niveau de maintenance, on va plutôt aller chercher quelqu'un qui est à la maintenance plutôt que le chef d'équipe qui est en prod. Et l'idée, on fait ce schéma-là. Comment je me situe aujourd'hui? On va sur ligne, on met en œuvre et on réévalue derrière et on renouvelle autant de fois que nécessaire pour que la compétence s'ancre dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce que l'on essaye de pousser au maximum. Très bien, merci beaucoup. On va continuer avec Olivier. Alors Olivier, pas de support, hein. Il va nous expliquer l'industrie, qui est une belle réalisation aussi. Pas de support parce que ça fait un peu partie aussi des pédagogies que l'on veut mettre en place. Je vais me permettre de faire un parallèle parce qu'il se trouve que c'est presque par hasard, on forme aussi des jeunes sur les conducteurs de ligne, sur les titres techniciens supérieurs de production industrielle. Et c'est un constat. Depuis les années où je m'occupe de formation de pédagogie, je suis persuadé qu'il n'y a pas de pédagogie universelle qui marche pour tout le monde et que certaines marchent pour certains et d'autres marchent pour d'autres et vice-versa. Donc nous on forme, je l'ai annoncé un petit peu avant, des jeunes avec ou sans diplôme et pour faire le parallèle avec la formation conducteur de ligne, nous, on est beaucoup sur des pédagogies actives par projet où il y a un projet et d'abord, un des constats, c'est que pour moi, l'échec est une façon d'apprendre. Et un projet, l'importance, c'est d'y arriver et d'analyser pourquoi on n'y arrive pas du premier coup. Quand on a un projet à faire, la plupart du temps, ce sont des projets en groupe, les jeunes doivent se poser la question de quoi j'ai besoin pour résoudre l'énigme, le projet que vous avez à faire. La deuxième chose, c'est où est-ce que je vais chercher l'information.
Et l'information, on peut la chercher auprès d'un père. Donc nous, on n'a pas d'AFEST, mais auprès d'un jeune qui est en formation depuis un peu plus longtemps. On peut la chercher sur Internet. Le téléphone est obligatoire. On peut la chercher auprès d'un formateur. L'étape d'après, c'est comment je discrimine cette information. Est-ce que cette information me sert ou pas pour résoudre mon projet? C'est quelque chose de très important parce que, à aujourd'hui, il y a plein de sources d'informations, mais comment je discrimine cette information? Et après, j'essaye. J'essaye de mettre en œuvre mon projet en groupe, donc souvent, ils s'attribuent des rôles mutuels, et ça ne marche pas du premier coup, normalement. Et donc, on refait une boucle. Et donc, si ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai comme besoin d'information? Où est-ce que je vais la chercher? Je réessaye jusqu'à ce que la personne réussisse. Alors, c'est quelque chose de très valorisant, surtout pour les jeunes que j'accueille chez moi, qui sont souvent en échec ou qui n'ont pas de confiance en eux. C'est que, évidemment, on gradue les projets pour que ce soit de plus en plus difficile et pour qu'on puisse valider l'ensemble du référentiel de compétences qu'on a défini, qui sont nécessaires pour tenir le poste de conducteur de ligne si on est là-dessus. Et en fait, c'est pour aussi leur apprendre, quand ils vont se trouver dans une entreprise, il y aura évidemment des choses qu'ils n'auront pas vues et qui gardent cette logique de « j'ai une problématique ». Où est-ce que je vais chercher l'information? Comment je discrimine? J'essaye, j'ai pas peur d'essayer. Et je recommence, j'itère jusqu'à réussir là-dessus. Et c'est là où on peut introduire un peu de cours magistraux. Quand vous avez un jeune qui a essayé 3-4 fois de dessiner un angle droit, qui n'y arrive pas, et qui vient voir son formateur en disant « Apprends-moi le théorème de Pythagore », il va écouter. Parce qu'il en a besoin, vraiment pour résoudre son problème. Alors que si je lui dis « tu n'as pas le droit de toucher quelque chose tant que tu ne maîtrises pas Pythagore », on va se retrouver, sur mon public, en situation de refus. C'est vrai pour ton public, mais c'est vrai pour beaucoup de publics. Oui, non, mais c'est vrai pour beaucoup de publics. On se rend compte que cette marche, ces petites marches où à chaque fois on réussit des projets, c'est très valorisant. Et des jeunes qui arrivaient avec la peur ou un vrai manque de confiance en eux, vraiment se développent très fort là-dessus. Si je refais un autre parallèle avec ça, nous, on a fait le choix, entre autres pour notre public, de faire que des formations en présentiel. On a la chance d'avoir 2 lignes de production industrielles, vraiment, ce sont pas des... Et alors, quand on a décidé de les fabriquer, tout premier confinement, on fabrique du gel hydroalcoolique, on fabrique des masques. Nos jeunes ont une consigne un matin, voilà, change de format de gel hydroalcoolique ou change de formule parce qu'il peut y avoir du gel, il peut y avoir de la solution hydroalcoolique. Un petit défi, tu as 1h30 pour le faire, pour recaler la machine, rechanger les étiquettes, etc. Et puis, l'autre chose, c'est l'utilité sociale. Tout ce que l'on fabrique, on le donne à des associations. Donc, il y a une commande et ils doivent répondre à une commande avec un délai. Et avec les normes de qualité qui sont nécessaires parce que on est aux normes de qualité soit pour les masques soit pour le gel donc les jeunes qui sont dessus doivent s'organiser pour identifier qu'est-ce qu'on a en stock amont, qu'est-ce qu'on a en stock aval, est-ce qu'il manque du produit, est-ce qu'il manque de la matière première, est-ce qu'il manque des emballages, et répondre à leurs commandes. J'ai un bel exemple, on a eu une commande pour 20 000 masques pour une opération un peu spéciale, où nos jeunes se sont mis spontanément en 2 postes, se sont mis à travailler le samedi pour tenir le délai de fabrication. La dernière chose, 2 choses encore, si je suis désolé, mais après je monopolise souvent la parole. Pour chacun des métiers sur lesquels on forme, donc nous, on est allé voir les entreprises en disant quelles sont les compétences que vous attendez. Compétences techniques, les compétences comportementales. On a écrit donc le référentiel de compétences avec ces personnes. Après, on est allé regarder dans le répertoire RNCP quel était le titre, la certification professionnelle, le CQPM le plus proche.
Et nous, on a rajouté, parce qu'on est souvent le problème de la certification, c'est que c'est très long à faire, c'est des métiers qui peuvent évoluer très vite, et on a rajouté un certain nombre de blocs de compétences, des compétences comportementales, mais des compétences techniques, et on les a mis sous Open Badge. Et donc nos jeunes, quand ils ont leur certification, ils ont leur titre pro, des badges spécifiques sur des compétences qui n'étaient pas dans le référentiel de compétences RNCP. Et en plus, parce que notre mantra, c'est « je te forme un métier et pas que à un diplôme », ils passent toutes les habilitations nécessaires pour prendre leur travail dès le début. Tous forment le SST, tous ont au minimum une habilitation électrique AS0, B0. Celui qui fait de la maintenance sur ligne de production va avoir un HRBC minimum en habilitation électrique. S'il y a besoin d'une habilitation de travail en hauteur, ils le passeront. Et donc, en fait, ils sont prêts à l'emploi, entre guillemets, quand ils passent leur certification. La dernière chose, c'est qu'avant de passer leur certification, ils font une période de mise en situation professionnelle ou de stage en entreprise, justement pour voir si ça se passe bien. Non, dernière chose. La dernière chose qui, moi, était importante, c'était d'ouvrir l'esprit de ces jeunes sur d'autres choses que leur travail propre, leur dire qu'il y a d'autres choses qui existent que la maîtrise de leurs gestes professionnels. Et donc, on a mis en place des activités sport, culture et engagement citoyen, et ça, j'y tiens beaucoup. Tous nos jeunes doivent donner un certain nombre de jours à une association. C'est pour une question d'estime d'eux, de comprendre qu'ils peuvent servir à quelque chose, et cette ouverture sur le monde fait qu'ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils peuvent apporter à la société après, et donc ils sont beaucoup plus en confiance pour attaquer leur vie professionnelle et évoluer plus tard. Deux questions. Le taux de succès à l'Industrie, et deuxièmement, je crois savoir que vous répondez à des commandes aussi. Vous avez des clients. Pardon, j'ai pas entendu. Je crois que vous répondez aussi à des commandes. Vous avez des clients, me semble-t-il. Des vrais clients, quoi. Oui. Alors, à aujourd'hui, on a 175 jeunes qui sont formés. Notre objectif, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé, notre objectif, c'est d'arriver à 400 jeunes formés par an. On a 39 jeunes qui ont passé leur certification. 39 ont eu leur certification, et sur les 39, ils ont tous un CDI. Ou, petite chose qui nous a étonnés, c'est qu'il y en a qui ont retrouvé le goût à apprendre et ont réintégré, là, en trouvant des alternances en licence pro, voire j'en ai un qui est rentré pour faire une école d'ingénieur au CESI en alternance, et ils ont trouvé leur entreprise derrière. La deuxième question, est-ce que je réponds à des commandes clients ? Alors, oui et non, on est une association, donc de toute façon, on n'a pas un but lucratif, donc on ne facture rien. En revanche, avec un certain nombre d'entreprises qui ont cru en nous au départ, on adapte la formation par rapport à un certain nombre de besoins. Certaines entreprises peuvent identifier des jeunes, nous les envoyer et les former. On les forme pour eux. La formation est gratuite parce qu'on a la chance d'être soutenu par la Fondation Total Énergie, qui permet de rendre cette formation gratuite et de demander aucun financement à qui que ce soit. On peut avoir, pour moi, tout sert de zone d'expérimentation. Si j'ai une entreprise qui me dit « Tiens, j'ai un chantier de branchement d'une ferme photovoltaïque », et ben on va envoyer des jeunes pour travailler avec des techniciens spécialisés et justement apprendre à avoir un contact client, apprendre à rendre compte de son travail à la fin de la journée. Voilà. Merci. Nathalie ? On va avoir des compétences bioniques. Alors, effectivement, on parlait de compétences, on a parlé de compétences beaucoup hier, on en parle aussi lors de cet atelier. Un certificateur, c'est quoi ?
un certificateur, alors c'est un mot polysémique, alors moi je vais vous parler de certification de compétences. Les certifications de compétences, elles ont été définies par des professionnels pour des professionnels, elles ont été définies paritairement par les branches professionnelles. Donc ça, c'est un point très très important. Leur objectif, il est simple, hein, c'est de répondre aux besoins des entreprises maintenant et tout de suite. C'est-à-dire que les blocs de compétences qui sont conçus par nos branches professionnelles, elles visent l'immédiateté. Il faut savoir que notre secteur, le secteur des hébergements, restauration, activités de loisirs et tourisme est un secteur qui ne vous a pas échappé dans la presse, est en grand besoin de recrutement. On estime entre 200 000 et 300 000 postes à pourvoir depuis la pandémie. Alors, c'est pas nouveau. Nous avions un léger déficit d'attractivité et la pandémie a été une onde de choc. Mais comme j'ai pu l'entendre hier, je crois que beaucoup de secteurs ont souffert de cette onde de choc. Certidev en quelques mots. Certidev, c'est une petite association loi 1901 qui est créée par nos branches. Nous réalisons donc notre mission, c'est d'administrer les certifications. Hein. Nous en avons 35. Nous délivrons à peu près 4000 certificats de qualification professionnelle, titres à finalité professionnelle et attestation de blocs de compétences. Donc c'est une activité qui dure depuis plusieurs années, puisque notre branche a été l'une des premières à faire des certifications. Alors principalement, nous avons des niveaux infra-bac. Ça, c'est presque 100% de ce que nous faisons à Certidev. Toutefois, nos branches professionnelles ont des besoins pour des niveaux 6, 7, sur des métiers bien particuliers, relatifs au management ou relatifs à la technicité propre des branches professionnelles. Vous parlez très simplement de la particularité de ces branches. En fait, on parle de compétences. Ce qui a été formidable dans le travail de ces 5 branches, qui ont des univers proches, mais des spécificités, des sémantiques différentes. L'appellation d'un produit, d'un métier, d'un geste professionnel peut être différent qu'on s'adresse à la branche de la restauration collective ou de la branche traditionnelle ou de la restauration rapide. Ce qui a été formidable dans la mise en place de ces certifications par bloc de compétences qui existent maintenant en format bloc depuis 2019, donc avant la pandémie, ça a été d'imaginer des compétences très fines, avec des capacités très fines, mais qui soient, on va dire, qui soient les mêmes que l'on soit d'une branche à l'autre. Donc ça, c'est un exercice qui, sur le papier, en chambre, pouvait être périlleux, mais il y a eu une vraie volonté de travailler des blocs de compétences communs dans les certifications, et ça c'est assez formidable, parce que l'idée, bien évidemment, quand on fait une certification, quand on propose à un salarié ou lui-même a envie de passer une certification, l'objectif c'est qu'il témoigne de compétences attestées et que ces compétences l'amènent dans tout l'univers, dans tout le secteur, pourquoi pas passer d'une branche professionnelle à l'autre, d'un métier à l'autre, et dans tous les branches qui sont proches. Je crois que ça marche très très bien, eu égard à peut-être beaucoup de gens qu'on a perdus, mais on espère les retrouver très vite. Ça, c'était pour le point. La particularité donc de ces 35 blocs, c'est qu'ils sont, ils fonctionnent. On a 3 ans maintenant de mise en place. Comment ça se passe chez nous, une certification ?
On est en alternance. 30% des compétences sont évaluées par des tuteurs d'entreprise en formation et parfois en production, mais vraiment en temps de formation. 70% des compétences sont attestées en centre de formation, donc dans des centres habilités par Certidev à la mise en œuvre de ces certifications. Alors, la pandémie, ça a amené quoi ? Une onde de choc. Effet en cascade, c'est-à-dire fermeture de nos établissements. Et comme je vous disais, nos certifications, elles sont basées sur 30% d'évaluation par un tuteur en entreprise et 30% par les formateurs en centre. Que se passe-t-il quand en pandémie, tous nos établissements ont été fermés? Je crois que vous avez été vous aussi confrontés peut-être à des fermetures d'établissements. Comment on évalue un candidat qui a voulu rentrer dans nos métiers? Nous avons, 62% de demandeurs d'emploi et 36% de salariés. Comment, pour ces demandeurs d'emploi, aller jusqu'à la certification, continuer une formation quand le présentiel n'est plus possible et quand les entreprises ne sont plus là. Donc ça a été un grand bouleversement. Je crois qu'on beaucoup de témoignages hier ont montré, et vous l'avez montré aussi, le choc qui a été de revoir en fait notre système de validation des compétences, mais au-delà nos métiers ils sont très pratiques. On est sur des plateaux techniques. On fait je vais mettre un métier en avant. J'espère que les branches m'en voudront pas, mais par exemple un métier de cuisinier, il faut un plateau, il faut de la matière première, et on n'apprend pas la cuisine chez soi. C'est pas les mêmes matériels, c'est pas les mêmes quantités, c'est pas la même organisation. Donc la formation à distance, on a été obligé de trouver des moyens de former quand même nos candidats à distance et de tester des compétences. Donc il y a eu la mise en place de modules de formation. On a eu des formateurs d'une ingéniosité, vous en parliez tout à l'heure, qui étaient formidables avec leurs propres outils. Et puis ce qui a été formidable, c'est l'échange qu'il y a eu de conception pédagogique de manière assez vraiment dans l'urgence totale de trouver des moyens d'accompagner nos candidats. Donc ça a été formidable. Vraiment des métiers passés quand même, vous imaginez, du plateau avec les plateaux, les fourneaux, les casseroles, je me mets devant mon ordinateur, je vais essayer d'imaginer des modules, alors comment je m'y prends, etc. Donc ça a été une formidable révolution. Cette révolution, on s'est dit, avec la fin de la pandémie, on va revenir sur des modèles beaucoup plus classiques. Et en fait, non, alors non, et oui. Mais ça a pris en fait. En fait, on a des formateurs qui se sont bien pris au jeu, on le disait, du Teams, de créer des modules en ligne, de faire des MOOC, des SPOC, des Cook, tout ce qu'on veut. Et du coup, on a été quand même assez stupéfaits de cette petite révolution. Alors est-ce que c'était l'effet d'urgence? En tout cas, on sent qu'il y a eu une envie, et une envie surtout qui était très importante, c'est de travailler de manière collaborative entre les formateurs, avec des échanges de pratiques, de trucs et astuces extraordinaires, des échanges de vidéos, on a filmé des plats, on a filmé des choses, alors c'est pas marmiton, on n'est pas en train de décrire la recette, mais on a filmé des gestes professionnels, comment s'auto-évaluer, etc. Donc, les branches ont bien entendu aussi toutes les difficultés qu'ont rencontrées nos centres, c'est-à-dire absence de matériel, absence de moyens, absence parfois de formation de formateurs. Donc, il y a eu un souhait des branches de s'inscrire dans le projet Definom. Il y a un atelier qui a été retenu aussi et une branche qui nous parlait d'avoir été retenue dans ce projet. Ce projet, il est très ambitieux parce que, au-delà du e-learning, on voudrait tester, expérimenter. C'est pas un vieux pieux, c'est juste une tentative de se dire. Et si on allait un chouïa plus loin, c'est-à-dire que nous, certificateurs, on certifie des compétences avérées, testées en situation, etc. Et si demain la pandémie revenait, imaginons le truc improbable, mais
Bon, voyons, on ne sait pas. En tout cas, et si on s'amusait un peu, à voir aussi tout ce qui est compliqué pour nous quand on fait le positionnement préalable d'un candidat, quels sont les freins à ce positionnement, qu'est-ce qui se passe quand on passe l'évaluation finale et quelles sont toutes les difficultés qu'on a à évaluer le candidat quand il est dans le stress d'un examen. Il faut savoir que nous, on a beaucoup de candidats qui sont très éloignés de l'emploi, qui n'ont jamais eu de diplôme, qui ont eu souvent une aversion à l'école assez significative, donc à tout ce qui est évaluation papier, n'en parlons pas. Nous sommes sur la multiculturalité, sur des personnes qui parlent d'autres langues, et pourtant on a besoin de vérifier des compétences, valider des compétences. Et on se dit que, oui, le texte écrit, ça c'est bien, mais il faudrait aussi peut-être, pourquoi pas, imaginer quelque chose de plus dans l'oralité, dans l'échange. Et puis surtout, un mot qui est revenu beaucoup au cours de ces 2 jours, c'est personnaliser, individualiser, avoir le droit à l'erreur et apprendre aussi de ses erreurs. Et on voudrait s'inscrire dans quelque chose d'un petit peu ambitieux, mais qui reste en toute humilité, dans quelque chose en lien avec l'intelligence artificielle pour valider le positionnement. Alors on est en positionnement préalable, mais utiliser l'intelligence artificielle basée sur l'oral, c'est-à-dire basée sur la conversation via des modalités bien évidemment de scénario, mais c'est surtout de se dire comment cette évaluation industrialisée, comment cette évaluation que l'on pourra apporter à tous nos centres d'évaluation permettra d'aller rechercher d'autres choses que la compétence théorique, technique pure qu'on voyait dans des tests écrits. Il faut savoir que nos tests d'évaluation finale, ils sont composés d'une partie de tests écrits et une partie de tests en situation réelle ou reconstituée. Et donc on s'était dit, si on n'a plus d'experts professionnels, si la pandémie revenait, si on avait un défaut aussi d'experts professionnels pour évaluer la compétence, eh bien pourquoi pas tenter l'expérience folle d'une intelligence artificielle. Et ça, pour nous, ça repose toutes les questions que pose une innovation, à la fois pédagogique, éthique, sociale, sur le fait d'accepter ou pas cette technologie, financière bien évidemment, et surtout, et en plus, est-ce que c'est un pari fou? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que on y arrivera sur tous les différents points que j'ai évoqués? Et puis juridiquement, qu'est-ce que ça pose comme problème? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évalue quelqu'un, je ne parle pas d'un test QCM, on évalue quelqu'un, voilà, on est dans de l'humain. Qu'est-ce que ça change juridiquement de tenter cette expérience? Donc voilà sur ces aspects que je souhaitais évoquer avec vous sur la certification, peut-être, allez, on va l'appeler 4.0. Merci. Alors, il y aura les questions après. Sylvain? Bien. Ouais, c'est toujours très intéressant, effectivement, de parler de ces sujets-là. Puis bon, on voit que chaque problématique a des pistes, des solutions, des voies dans lesquelles on s'engage, dans lesquelles on fait des essais, avec quelquefois effectivement des réussites, heureusement, et puis quelquefois des coups d'essai un peu infructueux. Et puis c'est là où aussi où on apprend, comme le dit Olivier également, c'est là où on apprend aussi à remettre le cœur à l'ouvrage. J'ai remonté juste un tout petit peu plus, remonter un petit peu plus loin, reprendre une étude qui date de septembre 2021, qui est assez récente, qui est cette fois-ci s'appuie sur quelles sont les attentes des apprenants en termes de formation. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus orienté entreprise, voilà. Et dans les 10 critères qui ont été à peu près cités, je ne vais peut-être pas vous citer les 10 critères de mémoire, mais dans ce qu'ils attendent aujourd'hui quand ils vont en formation, dans les principaux critères qui arrivent, c'est d'abord des formations moins descendantes. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui, et notamment dans des grandes écoles, encore trop dans des formations descendantes où on a le sachant qui effectivement transmet,
et les réceptacles qui prennent des notes, qui enregistrent, qui tapent sur l'ordinateur, peu importe. Et donc là, il y a une grosse attente sur, oui, c'est bien, mais la formation à la papa, on peut peut-être faire un petit peu autrement. Il y a des attentes aussi sur des formations plus courtes, plus dynamiques. Donc des souhaits d'aller vers des formats plus courts, peut-être ce qu'on appelle les capsules pédagogiques, souvent, hein, c'est le terme que l'on emploie. Et effectivement, notamment aujourd'hui, on en a parlé, la digitalisation est une voie intéressante, mais pas que, hein, une voie intéressante à pouvoir effectivement bien travailler sur quasiment micro-objectif pédagogique par micro-objectif pédagogique, et de se dire, ben voilà, celui-ci on va le traiter comme ça parce que c'est bien adapté, celui-là on va le traiter un peu autrement. Et puis on va pouvoir le faire en synchrone ou en asynchrone pour effectivement faire en sorte de ne pas mobiliser sur un temps, peut-être une journée, des collaborateurs. On l'a vu, on parlait de la pandémie, moi qui suis formateur, quand j'ai eu un client qui m'a demandé de faire des formations de tuteurs sur Teams, l'année dernière, je lui dis, écoutez, moi je vous propose 2 demi-journées, comme ça on la découpe, parce que pour pas qu'il reste 7 heures quand même. Non, 7 heures. D'accord, bon, bah, c'est le client qui veut, hein. Moi après je donne mes préconisations, et puis sur Teams, qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait une formation, alors encore j'avais pris un outil de dynamisation comme WooClap, Klaxoon et autres, bon j'avais pris OpenDo, peu importe, des outils qui permettent justement de sortir de l'outil et d'essayer de faire interagir encore plus. Mais même avec ça, vous avez à un moment ou à un autre, vous êtes devant, surtout sur Teams, pour ceux qui connaissent bien Teams, vous avez les petites vignettes avec les initiales, le micro qui est coupé en dessous, et là vous parlez à un écran noir avec des vignettes. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, quelque part, hein. Donc voilà. Donc, ça, c'est des attentes aussi, effectivement, de nos apprenants. D'autres attentes qui vont sur des choses toutes simples. La pédagogie aussi, il faut vraiment qu'on continue à accompagner nos formateurs, effectivement. Et je devrais le dire, et je le dis aussi pour Olivier, parce que c'est moi qui ai formé ces formateurs et ces chargés de filière. Mais c'est pas en 3 jours qu'on va changer, on va changer la posture d'un formateur ou qu'on va lui donner le miracle. Il faut effectivement donner des bases, donner des techniques, donner des bonnes pratiques, mais après il faut les accompagner. Il faut les accompagner parce que c'est pas facile de dire ah oui c'est intéressant, je vais le mettre en œuvre, mais après il faut que je me lance. Et puis est-ce que la façon dont je me suis lancé, est-ce que c'est la bonne? Et puis est-ce que j'ai pas derrière, on va dire, quelqu'un qui peut m'aiguiller, qui dit ah voilà, rectifier un petit peu, donc un accompagnement un petit peu plus personnalisé pour certains. Donc ça aussi c'est important parce qu'on voit bien que le formateur c'est lui qui est en face au final, et donc le formateur, la formatrice, et donc au final c'est là où quelquefois on a des problèmes. Donc aussi tout ce qui est pédagogie plus ludique. Et également dans les attentes de cette étude de septembre 2021, il y a des choses toutes simples, hein, c'est les fameux recyclages dans les formations obligatoires, ça c'est terrible. On a des formateurs qui deviennent des répétiteurs. Donc là, quelquefois, il n'y a pas d'intérêt, malheureusement, c'est dur, hein, mais quand un formateur fait tout le temps, toutes les semaines, les mêmes formations, je suis désolé, au bout d'un moment, on devient mauvais. Et donc là aussi, il faut apprendre aussi à un formateur à le faire sortir de sa routine et de sa récitation. Et puis, dernière chose aussi qui est dans cette étude-là, ça paraît logique pour nous, c'est mettre à jour les supports. Et ça aussi, je l'ai trop souvent vu, des supports qui sont obsolètes, parce que je l'ai fait, j'ai passé un temps à le faire, et puis pendant 5 ans, j'y touche plus. Alors, moi, je suis malheureusement, je le dis, hein, et je sais que c'est un défaut que j'ai, je suis complètement dans l'inverse, j'arrive pas à faire 2 fois la même chose. Je suis tout le temps dans dire, tiens, voilà, j'ai fait un exercice, t'es pas mal, mais j'en ai 2-3 qui n'ont pas réussi à bien le faire, comment on peut le faire autrement, comment on peut rebondir d'une autre façon. Voilà. Et donc, pour aller dans ce sens-là, donc c'est vrai que moi j'ai commencé en tant que formateur dans les métiers de l'environnement à la base, et j'étais sur des publics qui ont peu changé, je devrais dire, peu changé aujourd'hui, des publics de jeunes issus de l'insertion, et effectivement si c'est pour reproduire ce dont ils ont fui où ils sont partis, il y a peu d'intérêt. Et donc j'ai été confronté à l'obligation quelque part de me dire comment on peut faire autrement, voilà. Et comment on peut faire autrement, mais tout en sachant qu'on a un référentiel. On a un référentiel, voilà, on a notre juge de paix, on a notre référentiel qui nous décrit
des blocs de compétences. Alors à l'époque, il n'y en avait pas, hein, mais maintenant il y en a. Et puis on a des compétences associées. Et puis quelquefois, alors plus ou moins bien fait, parce que ça dépend des référentiels, vous allez avoir les savoirs, savoir-faire, savoir-être, ou alors vous allez avoir simplement quelques bribes d'informations. Et à partir de là, le premier travail que l'on va avoir, c'est d'identifier quels sont nos objectifs pédagogiques que l'on va devoir définir. Là, on est dans la base de la pédagogie. Peu importe d'ailleurs qu'on soit sur du diaporama classique ou sur des formations beaucoup plus innovantes, on doit passer par cet exercice-là de définir au final qu'est-ce qu'ils doivent savoir ou savoir-faire à l'issue d'eux. C'est ça, hein, c'est toujours la même chose. Et puis après, justement, comment on peut faire différemment ? C'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pour faire en sorte que j'évalue, c'est ça aussi, il y a cette question d'évaluation, j'évalue cette acquisition et voire même cette transposition sur un outil, sur une plateforme pédagogique. Voilà, c'est comme ça. Et donc, évidemment, il y a toujours des moments où on doit passer par des savoirs, des connaissances de base. On le sait, dans les certifications, il va y avoir des connaissances scientifiques, il va y avoir des connaissances en santé, sécurité, hygiène, qualité, ces choses-là. Mais comment, justement, on peut les transposer différentes ? Et donc ça, c'est. Alors moi, je me suis un peu spécialisé là-dessus. J'ai eu la chance aussi d'avoir un client qui m'a laissé carte blanche sur ces sujets-là. C'est-à-dire, on n'est pas limité non plus au timing. C'est-à-dire que, c'est pas la formation qui doit rentrer absolument dans la demi-journée ou dans la journée. Non. Donc voilà, parce qu'effectivement, plus on va dans le participatif, plus quelque part, on est plus long dans la formation. Mais le taux de rétention n'est pas le même non plus. Hein, voilà, si vous connaissez la fameuse pyramide de on retient et plus on descend, plus il y a de la pratique, bien entendu. Et donc moi, je me suis vraiment spécialisé dans les jeux pédagogiques, dans tout ce qui est storytelling aussi. Donc voilà. Et le principe, c'est, et c'est ce que disait un peu Olivier aussi, ils viennent en formation, ils n'ont pas de papier, ils ont rien, ils n'ont pas de crayon pour prendre des notes, ils ont leur téléphone par contre. Voilà. Et plutôt que de se battre et que d'être dans cette dynamique de un tel, range ton téléphone, qu'est-ce que tu es en train de faire, machin, voilà, toi, t'endors pas tout de suite. Non, voilà, c'est pas ça. Eh bien, comment on les met dans une autre dynamique et que ça soit à la fin de la journée, et c'est ça l'enjeu, ça soit à la fin de la journée, le formateur qui dise j'en peux plus, quoi. Ils m'ont rincé. Et moi, quand je sors de certaines formations, je suis rincé. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais un escape game sur de la santé-sécurité, qui est un grand classique, mais à la fin de la journée, c'est moi qui suis mort, parce qu'il y a des équipes, ils veulent tous sortir en premier de l'usine dans laquelle il y a des risques, et ils vous sollicitent, mais tout le temps, il n'y en a pas un qui vous lâche. Et donc, à la fin de la journée, et c'est là où on change complètement la posture du formateur, on change aussi complètement la posture de l'apprenant. Hein. Donc voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, en tout cas je l'espère, pour les apprenants. En tout cas, ils le disent que au minimum, ils sont bien amusés. Au mieux, j'espère qu'ils ont bien appris aussi. Hein, c'est quand même ça l'objectif. Parce que dans jeu pédagogique, il n'y a pas que jeu. Hein, pas oublier, on vise des objectifs. Et puis, bien entendu, le formateur change sa posture. On n'est plus ce transmetteur de savoir, on est plutôt ce facilitateur. Voilà. Et leur téléphone, comme le disait Olivier, eh bien, on introduit exprès, justement, parce que de toute façon, c'est leur prolongement de la main. Donc, de toute façon, il est là. Hein, donc, il faut faire avec. Et donc, on l'utilise. Et donc, on conçoit le jeu dans lequel ils vont devoir utiliser ce téléphone. Alors après, le formateur est là aussi pour dire, OK, tu as trouvé telle définition. Bon, OK, toi, tu as trouvé celle-ci. Est-ce qu'on vote pour laquelle ? Voilà. Et donc, voilà, effectivement, ce changement de posture. Et ça, on peut le faire. En fait, on peut le faire surtout, on parlait de comptabilité, je crois, ce matin, on peut le faire sur des formations très scientifiques. Là, on est en train de travailler sur un bon projet sur ce qu'on appelle le contrôle non destructif. On est en train un projet de faire un jeu plateau sur une centrale nucléaire avec un jeu coopératif. Alors évidemment, le temps de conception est multiplié par 3. Hein. Il n'y a pas de débat, hein, temps multiplié par 3. Mais voilà, mais les résultats n'ont juste rien à voir. Voilà, je me laisse emporter, hein, je suis désolé. Non, c'est très bien, il faut de l'emportement, ça va très bien, sinon, si on ne s'emporte pas, on va nulle part. Oui, moi, ce qui me frappe, et je vais changer de casquette, hein, je prends une casquette, je sors de ma casquette d'animateur et je vais devenir, pendant quelques instants,
intervenant comme vous. En fait, dans ma vie professionnelle, j'ai dirigé la formation continue de Polytechnique, de l'IX. Et ce qui me frappe, c'est qu'en fait, les approches pédagogiques de l'industrie ou d'AgroCampus, alors on parlera de certification aussi, c'est strictement les mêmes qu'on retrouve avec des publics de cadres ou de cadres dirigeants. Celles qui marchent. Je parle dans le champ professionnel, je ne parle pas dans le champ académique. Dans le champ professionnel, ce sont strictement les mêmes méthodes qui fonctionnent et les autres ne fonctionnent pas bien. Donc en fait, je trouve que finalement la généralisation, la pensée profonde de vos deux témoignages opérationnels, c'est une pensée profonde qui est en fait complètement générale. Et ce n'est pas parce que les publics auxquels vous vous adressez sont des publics à faible niveau de formation initiale en règle générale qu'en réalité il n'y a pas de transposition sur d'autres publics. Voilà, je retire ma casquette et ce que je vous propose, c'est qu'on commence les échanges avec vous, avec la salle. Alors, avez-vous des questions, avez-vous des débats à introduire, que vous souhaitez introduire? Pour le repas, alors vous savez, en pédagogie, vous connaissez les courbes. Donc, la courbe, ça monte. Effectivement, je suis très attentif. Là, on est en quasiment en bas de la courbe de avant-repas. Je suis fatigué et j'ai faim. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez encore une toute petite énergie? Pas trop. Moi, j'ai une question qui n'est pas forcément en lien avec le... Tu as une voix qui porte, tu peux y aller. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'ai une question qui n'est pas forcément Florent Basset, UT de Vélizy, qui n'est pas forcément en lien avec le cœur de ce que vous avez dit. C'est le devenir des jeunes de l'industrie, des gens que vous formez, ils continuent dans les entreprises ou ils reviennent sur des formations, enfin ils viennent sur des formations diplômantes. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes? Alors, d'où ils viennent ou où ils partent? D'où ils viennent, alors nous on est basé en Seine-Saint-Denis, à Stains, à côté pas très loin du Stade de France. C'était pour une question d'accessibilité en transport en commun, puisqu'on a des publics qui sont plus ou moins en fragilité sociale. À aujourd'hui, j'ai 14% de jeunes qui n'ont rien, pas un BEP, pas un BEPC, pas un CAP, rien du tout. J'ai environ 40% de jeunes qui ont le niveau bac, plus ou moins, donc on forme quand même sur des formations techniques. Et puis, on en a qui ont le bac, mais alors n'importe quel type de bac, du STI 2D au STMG, un bac L, enfin non, c'est plus L, si c'est L. Je suis un peu perdu. Et on a quelques-uns qui ont passé un BTS ou une licence. J'ai un jeune homme qui a une maîtrise d'histoire. Étonnamment, et qui a en fait se dit maintenant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà, ça c'est à peu près le public que l'on a. Ceux qui sortent, oui, ils sortent, sur les 39 que j'ai eus, j'en ai 22 qui sont en entreprise avec un CDI, et la plupart avaient un CDI à l'issue de leur stage, c'est leur entreprise d'accueil. Alors on est, on a cherché des métiers en tension. La réussite de l'industrie, on avait besoin d'une certaine légitimité. On est parti avec des utopies pédagogiques, avec des utopies de former des jeunes avec ou sans diplôme sur des métiers de techniciens supérieurs. Il fallait quand même pas se mettre trop de cailloux lourds dans la sacoche avant d'y aller. Mais toutes les entreprises qui prennent nos jeunes en stage leur proposent un CDI quasiment. Où ils n'ont aucun souci. Et donc les autres, soit, je le disais, cherchent principalement des formations en alternance parce qu'ils ont besoin de ce côté mise en pratique, mais sont repartis soit en université, soit dans des CFA, genre de l'IUMM, des CFA professionnels. Et puis, je vous disais...
mon petit chouchou qui est rentré au CESI dans une école d'ingénieur pour faire ingénieur méthode process. Et juste pour rebondir sur ce que disait Sylvain sur l'évaluation et ce que vous disiez sur l'évaluation, dans notre pédagogie, dans ce qu'on met en place, avec cette chance d'avoir des jeunes qui sont à différents niveaux de progression dans la formation, quand il y en a un qui est capable d'expliquer à l'autre, de transmettre à l'autre une compétence, j'ai pas besoin de l'évaluer. C'est le dernier niveau de Kirkpatrick, hein, si je me souviens bien. Donc en fait, quand j'ai quelqu'un qui est là depuis 12 mois, qui a déjà fait la plupart des projets et qui est capable d'expliquer à l'autre ce que tu fais, ou qui est capable de préparer une maquette pédagogique, un autre projet pour quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin de lui faire une interrogation écrite, j'ai pas besoin de lui faire passer un oral. Ça, on le prépare lors du jury de certification, il y a un point de passage obligé, mais notre évaluation à nous, elle se fait beaucoup par... si tu es capable de transmettre, j'ai pas besoin de t'évaluer puisque c'est le dernier niveau de maîtrise d'une compétence, c'est la capacité à la transmettre. Tu peux nous dire 2 mots sur les badges numériques ? Sur les badges numériques, c'est un jeu, enfin c'est un petit défi qu'on s'est lancé, qu'on a mis en place en 4 semaines. J'en ai peut-être un dans ma poche. J'ai un spécimen. Donc, à aujourd'hui, toutes les formations ou tous les métiers sur lesquels on forme ont un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle reconnu au RNCP. Mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, donc, on a toute une série de compétences comportementales qu'on a évaluées, qu'on évalue, et on a donc un open badge qui est dans la blockchain comme les crypto-monnaies, entre guillemets. Et à la fin de la formation, alors je suis désolé, vous le verrez peut-être pas bien ici, je donne à chacun de mes jeunes, ils n'ont plus de diplôme papier, c'est une carte avec leur nom et dedans il y a un QR code qui est aussi inscrit dans la blockchain et qui est complètement individualisé, infalsifiable, etc. et qui est nominatif et qui liste toutes les certifications qu'il a eues chez nous, qu'elles soient reconnues par l'État, qu'elles soient reconnues par un organisme pour les habilitations électriques ou des choses comme ça, ou avec nos propres open badges qui, eux, sont aussi encodés en NFT dans ce beau nuage qui est là-dessus. Ouais, ce qui est intéressant avec les open badges, c'est que ça permet d'accéder à des micro-compétences ou à des micro-réalisations reconnues par des tiers. Et la jeune, ou moins jeune d'ailleurs, qui a un passeport de badge, il peut faire valoir en fait des micro-compétences ou des micro-réalisations de façon numérique, puisqu'il a ce passeport, on peut le transmettre sur un CV, sur un profil LinkedIn, etc. Et donc c'est un moyen d'acquisition, de reconnaissance de compétences élémentaires qui est très riche, qui est très souple, qui est très, très agile, et ça va très très bien dans des pédagogies où on va développer point à point des choses. J'ai un exemple type, on forme des jeunes à technicien supérieur, installation et maintenance de ferme photovoltaïque, installation photovoltaïque. Il y a un titre au RNCP qui n'est plus actif. Donc on a cherché un titre à côté qui pouvait ressembler un petit peu, on allait sur du T3E, technicien électricité, je sais plus le titre, mais ça ne nous convient pas spécialement. Et en fait, on a monté un open badge qui a été endossé par les plus grandes entreprises du photovoltaïque, par des PME qui nous dit en fait c'est ça que j'ai besoin comme compétence. Donc cet open badge, il a la validité des entreprises, la nôtre, et donc quand un jeune le publie sur son profil LinkedIn, etc., il est reconnu par des pairs parce que ce titre-là n'existe pas. Et il y a un grand nombre de compétences qui arrivent. Tous les ans, il y a des nouvelles compétences dont on a besoin, et
vu comme effet, et je ne critique pas ces registres de certification, il y en a besoin, c'est nécessaire, mais c'est très long pour renouveler. Globalement, c'est 3 ans de toute façon pour pouvoir renouveler un référentiel de compétences dans un certificat. Et donc, l'Open Badge permet de rajouter des choses pour être en avance. Question ? Oui. Muriel Claire, moi je suis à l'IUT de Saint-Étienne. C'était pour avoir plus d'informations sur l'évaluation avec l'intelligence artificielle. Plus d'informations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je le disais, la pandémie, elle a été une onde de choc et un peu un révélateur de novation, tant pour nos candidats que nos formateurs, que nos organismes de formation. Il faut savoir aussi, alors effectivement, on dit les certifications, on fige en quelque sorte les compétences à attester tous les 3 ans. Alors nos branches, nous, elles font ce travail de fond de ne pas, vraiment de renouveler et de se reposer les bonnes questions sur les certifications complémentaires, les choses à faire, etc. Au regard des mutations que nos métiers connaissent. Par exemple, je parlais dans l'hôtellerie, restauration, café, le serveur. Un serveur aujourd'hui, alors c'est pas le serveur informatique, donc le serveur, celui qui prenait votre commande de Coca, faut pas citer de marque, mince, de boissons, à la brasserie du coin, eh bien son métier a beaucoup évolué. On est passé du papier crayon à un système de commande qui se fait soit par une tablette parce que le serveur va avoir un choix de boissons qu'il va rentrer, ça va être interfacé avec la caisse enregistreuse, elle-même interfacée dans la gestion des stocks, etc. Avec la pandémie, il y a eu même une révolution complémentaire, c'est le client lui-même qui faisait sa commande sur des bornes, sur son propre téléphone, parce qu'il ne fallait plus toucher les cartes, donc il y a eu une vraie révolution, et puis nos restaurateurs et nos hôteliers ont dû se réinventer sur vraiment des bouleversements d'habitudes qui ont volé en éclats, d'habitudes de consommation, d'habitudes d'utiliser les services de nos restaurants et de nos hôtels. Et ce qui prévaut et j'en viens à votre question, ce qui prévaut en fait à tout ça, c'est qu'il y a une mutation générale. C'est-à-dire que, vous en parliez tout à l'heure, nos candidats, ils ont cette particularité eux aussi, c'est qu'ils ont tous un smartphone. Ils maîtrisent un petit peu comment ça marche pour certains, un petit peu plus pour d'autres. Et l'idée, c'est qu'on part donc dans le projet qu'on a imaginé des FinHOM, il y aura toute la partie test d'entraînement avec des outils, avec des 360 comme ça a été évoqué, des outils d'intégration totale dans des univers virtualisés, des choses comme ça. Ça, c'est prévu. Et l'idée, c'était de se dire, nous, avec des publics qui parlent différentes langues, l'enjeu, ça va être de dire comment l'intelligence artificielle, comment des publics qui lisent pas forcément très bien le français, peuvent quand même apprendre et être évalués par des nouvelles technologies. Et l'idée, c'est de se dire, eh bien, on va imaginer, alors c'est de l'expérimentation pure, on va travailler avec un prestataire qui a développé une intelligence artificielle basée sur l'oral. Donc en fait, au lieu de lire la consigne comme vous l'avez dans des univers virtuels où vous avez
peut-être une personne qui arrive ou un texte qui arrive et vous devez choisir entre le texte A, B, C ou D. Là, l'idée, c'est que vous allez converser en libre parole avec l'intelligence artificielle qui va vous mettre dans des situations. Par exemple, vous rencontrez un client, vous êtes femme de chambre, votre client vous parle en anglais, il vous demande une serviette et je ne sais pas quoi, un savon, du shampoing, et vous êtes tétanisé parce que déjà vous ne parlez pas anglais, comment vous vous en sortez? Et comment en fait l'algorithme va comprendre aussi le vocable de cette personne qui n'est pas forcément fluente en français, on ne va pas se mentir, et comment en fait on va travailler tous ces aspects-là pour dédramatiser, mettre en confiance pour des personnes qui ont beaucoup de mal aussi à venir en formation et à venir s'évaluer parce qu'il y a tous ces freins aussi à la langue, à le fait d'être évalué, jugé, etc. Donc pour nous, l'intelligence artificielle, ça va être un petit peu un outil complémentaire pour s'entraîner. Et puis l'expérimentation du bout, c'est être en capacité de se dire, on va l'évaluer. C'est-à-dire qu'à la fin, on va être capable d'attester 15 capacités, 20 capacités, 3 compétences sur un bloc ou 2 ou 3. Alors, ça va relier aussi les aspects soft skills. On en a beaucoup parlé dans ces 2 jours. Nous, dans nos blocs de compétences, c'est intrinsèquement intégré. Quand vous êtes dans la relation de service, vous devez avoir un minimum, un sens, voire même un maximum, un sens du service, savoir gérer des situations de stress, savoir communiquer avec vos pairs quand vous êtes face à un problème. Je reprends typiquement notre femme de chambre qui va se trouver peut-être embêtée à répondre à ce client, comment elle va, on va lui apprendre à vite voir avec ses pairs ou avec son hiérarchique le cas échéant pour trouver une solution et pas rester tétanisé et se demander oh là là, j'ai pas compris. Donc il y a vraiment dans cette intelligence artificielle qui va être basée sur l'oral, on va y travailler beaucoup, vous imaginez, on a 35 certifications, il va falloir imaginer 35 possibles alors ça va être des mini-temps, là pareil on parlait du temps, on ne va pas y faire 7 heures, ça va être des ponctums, mais des ponctums que les branches professionnelles vont, elles, penser comme très pertinentes. Vous parliez de la pertinence de ce qu'il faut évaluer, de ce qu'on doit absolument évaluer. Là, ça va être ça, c'est-à-dire que le candidat, la candidate va être en situation avec cette intelligence qui va lui dire bon alors madame, voilà, ou monsieur, voilà, qu'est-ce que vous devez, comment j'ai ce besoin-là, qu'est-ce que vous faites? Et là, voilà. Et dans un environnement pas du tout gamifié ce prestataire-là, on n'est plus dans le serious game avec des petits avatars, vous savez, les fameux petits avatars qu'on a vus dans beaucoup d'outils de e-learning des années 2000, comme le disait monsieur. Donc vraiment avec des vrais acteurs qui vont enregistrer multi-scénarii que nous devons nous-mêmes, ça nous demande nous-mêmes de nous remettre en situation. On est face à un problème, comment on va interpréter ce problème, comment on va essayer de trouver des scénarios et des réponses pour amener la personne à faire un parcours qui l'emmène vers sa compétence à obtenir pour l'entraînement et évaluer in fine. C'était un gros projet et ça coûte très cher. Ok, voilà. Écoutez, merci de votre attention. On va clore là notre table ronde.